Les dragons anciens. Ce sont unanimement les monstres les plus puissants de la licence Monster Hunter. Chacun d'entre eux peut réduire une ville en morceaux ou même bouleverser d'une manière irréversible les écosystèmes. Seulement, entre les 81 dragons existants, il y en aura forcément des plus puissants que les autres. C'est pour ça que j'ai tenté de diriger un classement. Et on commence directement avec notre numéro 10... le Yama-Tsukami. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas. Laissez-moi vous expliquer mon choix. Il y a d'autres dragons comme le Lunastra ou le Lao Shanlong que vous auriez pensé voir à cette place. Mais non. Ce gros poulpe peut paraître assez faible à première vue. Et en effet, en combat pur, c'est vrai qu'il ne brille pas spécialement par rapport à d'autres. Globalement, il combat en fouettant le terrain avec ses grosses tentacules ou bien en balayant autour de lui. Sa seule attaque dangereuse, c'est lorsqu'il aspire l'air du terrain. Si vous vous faites aspirer, alors vous ferez la rencontre du partenaire du Yama-Tsukami, le grand foudre insecte. On en reparlera plus tard, mais lorsque le Yama avale des portions de terre, il arrive qu'il avale par mégarde des grands foudres insectes. L'environnement à l'intérieur de sa bouche étant favorable à leur vie, ces insectes vont élire domicile dedans et vont devenir très agressifs. Du coup, lorsqu'ils nous avalent, on se fait foudroyer, ce qui nous inflige un état de paralysie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais le Yama fait pas le figure par rapport aux autres dragons anciens en termes de puissance pure. Non, là où il est dangereux, c'est à cause de ceux qu'il mange. Autrement dit, absolument tout. Il est bien dit sur le wiki que s'il avale des grands foudres insectes, c'est parce qu'il aspire des régions entières dans sa bouche, et souvent des zones habitées. Le truc, c'est que malgré le fait qu'il soit si dangereux pour l'environnement, c'est une créature très chill. Il ne veut de mal à absolument personne. Mais malheureusement, sa dangerosité fait que la guilde doit le chasser. C'est le même problème pour le Ceadeus. Du coup, oui, ça fait deux monstres en une catégorie, mais c'est pas grave. C'est aussi un monstre plutôt docile, et là encore, il ne brille pas spécialement en combat pur, bien qu'il soit déjà un peu meilleur que le Yama. Le problème, c'est que lorsque ses cornes sont abîmées, il les aiguise sur les parois rocheuses environnantes, et les ondes produites vont provoquer des tsunamis et des tremblements de terre. Et je sais pas si vous savez à quel point c'est destructeur. Un tremblement de terre peut détruire les bâtiments à notre époque, qui sont pourtant construits avec des matériaux plus résistants. Alors imaginez ce que ça ferait avec les villes de l'univers Monster Hunter. Ces deux monstres méritent définitivement leur 10e place. L'Amatsu. Incarnation des tempêtes dans le folklore de Yukumo, l'Amatsu est constamment protégé par une barrière de vent, à la manière d'un Kuchala Daora, ce qui le rend plus résistant aux tirs de baliste. Malheureusement, lorsqu'il attaque, cette barrière disparaît. Et justement, parlons-en de ses attaques. En plus de ses coups de queue et de ses charges, il a deux attaques très puissantes. Pour la première, il envoie une tornade qui aspire le joueur, puis une deuxième qui va lui mettre des dégâts. Si la première tornade est évitée, elle va continuer à tourner en prenant de plus en plus de place sur le terrain. En plus de ça, la deuxième va rester dans l'arène pendant quelques secondes avant de disparaître. Quant à son autre attaque, lorsque l'Amatsu est affaibli, il va se poster dans les airs afin de tirer 3 rayons d'eau qui vont frapper le sol. Puis, les endroits touchés vont exploser en projetant de l'eau. Bon, jusque là, c'est bien, l'Amatsu est fort. Mais est-ce qu'il l'est suffisamment pour être en top 9 ? Eh bien oui. Dans MH Rise Sunbreak, ses capacités ont été revues à la hausse. Il peut maintenant créer 5 tornades tournant autour de lui, suivies de 5 autres. Il peut créer des vortex qui défoncent les joueurs et il peut les soulever du sol pour leur envoyer d'autres tornades. En plus de ça, il maîtrise désormais la foudre qu'il peut utiliser de différentes manières, que ce soit sous forme de trident ou encore tout simplement en balayant le terrain tout entier. Très territorial et agressif, clairement, l'Amatsu mérite son surnom de catastrophe imminente. Le Dalamadur. Un colosse de 440 mètres. Voilà ce qu'est le Dalamadur. Avec son corps ressemblant à un scolopendre, il est la terreur du sommet du Mont Céleste, devenant même le prédateur principal de cet endroit. Sa tête ressemble à celle d'un serpent aux yeux rouges et sa gueule est pleine de crocs aiguisés. En plus de ça, des pointes en crochet parsèment l'entièreté de son corps. Lorsqu'il est enragé, la poitrine de ce monstre s'embrase et relâche de la vapeur. Pour ce qui est de ses capacités, il est tout aussi effrayant. Là où un monstre comme le Lao Shanlong a une force colossale mais aucune attaque élémentaire, le Dalamadur, lui, possède les deux. Il peut tirer des boules de feu directement sur le chasseur ou bien vers le ciel pour qu'elles retombent comme des météores sur la zone. En plus de ça, il peut cracher un lance-flamme bleu, soit sur une trajectoire fixe, soit en balayage, ce qui peut frapper presque toute la zone. D'ailleurs, pour rappel, la couleur des flammes dépend de la température, et les flammes deviennent bleues à partir de 1500 degrés. C'est suffisant pour faire fondre de l'acier. Autrement dit, on ne ferait pas long feu. Tu as compris le jeu de mots, Gaëtan ? Ah oui, papa. Mais le Dalamadur est encore plus fort dans sa version de Dalamadur chat. Ces monstres sont en réalité des Dalamadurs qui viennent de muer. Sa peau étant plus tendre, il devient extrêmement agressif. Son nom de chat signifie souverain, et franchement, c'est mérité. En plus de ses attaques de base, désormais, dès qu'il frappera le terrain, une mare de feu se formera à l'endroit de l'impact, ce qui draine la vie des chasseurs y pénétrant. Je trouve le Dalamadur chat particulièrement beau, avec ses épines d'un rouge orangé et son ton plus clair. On a de la chance, le Dalamadur ne bouge pas beaucoup. En effet, sa taille titanesque n'a pas que des avantages, puisqu'elle exige une quantité d'énergie tout aussi immense. Pour cette raison, à part quand il part chasser ou pour défendre son territoire, il reste immobile pour consommer le moins possible d'énergie. D'ailleurs, la chute de débris pouvant arriver sur le mont Céleste serait en réalité à cause du Dalamadur qui se déplace.
Le Malzeno. Après sa victoire contre le Gaismagorm, un autre dragon ancien, le Malzeno fut infecté par les Curios, des petites créatures parasites vivant en symbiose avec le Gaismagorm. Celui-ci battu, ils sont allés s'accrocher au Malzeno. Le problème, c'est que les Curios donnent aux monstres qu'ils infectent la peste Curio, une maladie qui inflige une vive douleur à ces monstres, ce qui les rend plus puissants mais également plus agressifs. Malgré tout, le Malzeno finit par se lier avec les Curios et à avoir comme eux un certain goût pour le sang. Ça se voit d'ailleurs, son apparence est grandement inspirée par Dracula. Les attaques du Malzeno sont très variées, certaines d'entre elles infligeant même le statut de brûlure de sang, un debuff qui agit un peu comme un poison, et la seule manière de s'en débarrasser, c'est en attaquant le Malzeno. Il utilise beaucoup d'attaques à base d'ondes de choc, comme des explosions, et utilise aussi ses Curios pour attaquer le chasseur. Lorsqu'il est enragé, il rentre dans un état nommé hémorrageur. À ce moment-là, il peut se téléporter, ce qui permet de voir des enchaînements dignes de Dragon Ball, et il peut désormais enchaîner plus vite ses attaques, il faut donc être constamment vigilant. En plus de ça, il a son attaque ultime. Il tire des lasers en cercle depuis le ciel, ce qui attire les joueurs vers lui, puis tire une boule d'énergie. Cette attaque peut one-shot facilement si elle n'est pas évitée à temps. Mais le Malzeno seul n'aurait pas suffi à être dans ce top pour moi, et c'est pour ça qu'on ne peut pas oublier sa forme de Malzeno primordial. C'est la version de base du Malzeno. C'est à ça qu'il ressemble après s'être débarrassé de ses parasites, et pour ça, il déteste les Curios. Mais avant de parler de ses capacités, prenons une seconde pour admirer son design. Sérieux, on dirait un chevalier d'or avec ses ailes violettes et son corps recouvert de plaques d'armure dorées. Je pense que c'est mon monstre préféré en termes de style. Bref, le primordial utilise ses ailes comme des lances ou des boucliers, que ce soit pour se protéger ou pour infliger de lourds dégâts. Désormais, il n'utilise plus les Curios directement, mais de l'énergie Curio. Il peut l'utiliser pour tirer des lasers, ou même en s'écrasant au sol pour provoquer une grosse explosion. Sa supernova primordiale, son attaque ultime, est aussi fatale si elle n'est pas esquivée. Et la cerise sur le chapeau, c'est qu'elle a une très grande zone d'effet. A l'inverse du Yamatsukami ou du Seadeus, il excelle en combat pur, mais il est également très dangereux pour les populations, puisqu'en attaquant la citadelle royale il y a à peu près un siècle, il fit répandre la peste Curio aux habitants. Et cette maladie est, pour le coup, mortelle pour les humains. Clairement, le Malzeno mérite son top 7, mais il n'est pas assez fort pour battre le Safi'jiiva. La forme adulte du Xeno'jiiva, un monstre directement né de l'énergie des dragons anciens morts proches de lui. Ce procédé peut prendre des siècles entiers à se mettre en place, mais une fois fait, le Xeno'jiiva va se développer et muer pour devenir un Safi'jiiva. Ses attaques consistent principalement en des lasers constitués de bioénergie, bien qu'il utilise évidemment des simples lance-flammes. Il peut également faire en sorte que ses attaques laissent des zones au sol qui explosent après un certain temps. L'une des raisons pour lesquelles il est redoutable, c'est que, comme sa version juvénile, il est capable de prédire nos déplacements et d'ajuster son attaque au passage. Par exemple, si on fait une roulade vers la droite, il va changer la direction de son souffle pour nous choper à l'arrivée. En revanche, contrairement au Xeno, il est bien plus à l'aise lorsqu'il attaque. Le fait que le Xeno'jiiva soit techniquement un nouveau-né fait qu'il n'est pas très attentif quand il attaque. Il est même dit sur le wiki qu'il trébuche dans les trous créés par ses lasers. Pour couronner le tout, le Safi'jiiva inflige le fléau feu et le fléau dragon. Bon, le premier globalement c'est un effet de brûlure dont on peut se débarrasser en faisant quelques roulades. Le deuxième quant à lui enlève les dégâts élémentaires que peuvent infliger certaines armes. Et pour le coup, soit t'attends pour qu'il disparaisse tout seul, soit tu utilises une baie-soie. Du fait que ses attaques sont presque toutes à distance, il est plutôt statique. Mais il ne faut pas le sous-estimer pour autant, car il dispose d'un état critique et d'un état super critique. Lorsqu'il est dans ces états, en plus de devenir rouge, ses souffles deviennent plus rapides et mettent plus de dégâts. Il enchaîne encore plus ses attaques et les explosions deviennent plus fréquentes. En contrepartie, sa peau devient plus fragile. Il dispose également d'une attaque ultime, le Saphir de l'Empereur. C'est tout simplement une explosion d'énergie fatale à tout chasseur qui s'étend sur absolument toute la zone. Pour l'éviter, il faut se mettre derrière un rocher qui sera détruit, mais réapparaîtra quelques temps plus tard. Les seuls éléments qu'il craint sont le dragon et le poison, et en plus de ça, il peut apparemment utiliser l'énergie de la terre pour se régénérer. Aussi bon en attaque qu'en défense, ce monstre n'arrive pourtant pas au niveau du Gogmazios. Ça y est, on entre dans le top 5 avec ce colosse tout droit sorti de Dark Souls. Malgré son petit surnom tout mignon de George, le Gogmazios est tout sauf mignon. Sa morphologie est très étrange. Enfin, je veux dire, regardez-moi cette chose, qu'est-ce que c'est que ce truc? Son corps dégouline d'une substance noire visqueuse similaire à du goudron. Et sur sa gorge, on peut voir un visage aux yeux orangés. On retrouve incrusté dans son dos un Dragonator, une arme faite pour éliminer les dragons les plus puissants. D'ailleurs, il est possible de le faire tomber pendant le combat et de l'utiliser contre lui une fois. Pour survivre à ça, ce monstre doit être tout aussi fort, pas vrai? Eh bien oui. L'huile étrange qui dégouline de son corps immobilise complètement les chasseurs qui marchent dedans. Mais évidemment, c'est de l'huile. Donc lorsqu'il s'énerve, sa température corporelle augmente au point que toute l'huile s'enflamme. En plus de ça, il peut tirer un rayon explosif de sa bouche, ce qui balaye une grande zone et peut faire exploser les munitions sur son dos. Ses attaques infligent un effet d'huile, ce qui fait exploser le chasseur au bout d'un moment. Malgré sa taille de 49 mètres et son poids d'à peu près 50 tonnes, ce titan peut voler. Et depuis les airs, il peut déclencher une énorme explosion sur toute l'arène. La guilde en sait très peu sur ce monstre. Globalement, il reste dans les alentours de la ville de Dundorma pour manger de la poudre à canon. On ne connaît pas son habitat naturel, mais il a été observé sur le champ de bataille. Le Shara Ishvalda, le boss final de Monster Hunter World Iceborne, et il est très moche.
mais aussi très fort. Son visage très proche de celui d'un être humain et ses ailes aux extrémités ressemblant à des doigts lui donnent une apparence terrifiante. Pendant sa première phase, il accroche des roches contre son corps grâce à une sorte de fluide, ce qui explique cette apparence de golem de pierre intimidant. Le Sharaishvalda possède un certain contrôle sur la terre. Par exemple, en usant de vibrations et en injectant de l'air, il peut transformer le sol en sable. C'est lors de sa deuxième phase qu'il dévoile sa véritable apparence et se débarrasse de son armure de pierre. Il peut donc expulser de l'air comprimé depuis ses ailes, qu'il utilise également pour ratisser le sol et balayer les joueurs. Mais il est également capable de former des éruptions de terre et des zones de sable mouvant. Son attaque la plus meurtrière consiste à rassembler de l'énergie et des vibrations sous la forme d'une orbe, puis de la faire exploser sur le sol. Comme pour le Xenojiva, la guilde n'a découvert qu'un seul spécimen de Sharaishvalda. On sait qu'il a une grande influence sur l'écosystème puisque son réveil a créé de nouvelles sous-espèces de monstres dans le Nouveau Monde. Les ondes sonores qu'il génère provoquent également des séismes, à l'origine de gigantesques failles géologiques. Le Sharaishvalda passe la majorité de son temps sous terre en restructurant la forme de la région par ses déplacements. C'est quand il ressort qu'il arbore cette armure de pierre. On ne l'a signalé que dans le berceau oublié jusque-là, mais on sait qu'il se déplace un peu partout, notamment sous la rivière éternelle. Malgré ça, le Sharaishvalda est essentiel à l'équilibrage des écosystèmes. Ah, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais lors de sa troisième phase, il ouvre les yeux. Et si on regarde attentivement, on se rend compte qu'il nous suit du regard. Non pas le chasseur, mais bien nous, derrière l'écran, l'air de dire « c'est toi le prochain ». L'Alatréon. Ce monstre est élémentairement instable. Maîtrisant à la fois le dragon, la glace, la foudre et le feu, il saura s'adapter à n'importe quelle situation. Il est également le premier de notre top à porter le titre de dragon noir, les dragons anciens les plus puissants. Son apparence est assez classique. Un grand dragon ailé avec une paire de cornes pointées vers l'avant et deux grands crocs inférieurs. Ses écailles sont tranchantes comme des rasoirs et poussent à l'envers. Lorsque l'Alatréon attaque, son corps irradie d'une couleur qui dépend de l'élément utilisé. Bien qu'il soit instable, il peut habilement utiliser tous ses pouvoirs. Par exemple, il peut faire tomber des cristaux de glace sur le joueur ou bien directement abattre la foudre sur lui. A noter que si dans Monster Hunter 3, il ne peut utiliser la glace et la foudre que dans les airs, dans Monster Hunter Portable 3D et 3 Ultimate, peu importe qu'il vole ou qu'il soit sur le sol. Dans MH World Iceborne, l'Alatréon alterne entre les éléments glace, feu et dragon plus souvent, bien qu'il puisse toujours utiliser la foudre dans chacune de ses phases. En plus de ça, il peut désormais utiliser l'eau, ce qui infligera au joueur le fléau haut, diminuant la vitesse de récupération d'endurance. Lorsqu'il est en mode dragon, il peut utiliser sa Nova, correspondant soit à l'élément glace, soit à l'élément feu. Une attaque similaire à celle du Safi'jiiva, sauf que cette fois, on peut pas se cacher derrière un rocher, et la seule manière de survivre, c'est de lui péter la gueule. En effet, plus il reçoit de dégâts élémentaires pendant le combat, moins l'attaque fera de dégâts. L'Alatréon est extrêmement territorial et agressif. De plus, du fait de son instabilité, l'environnement autour de lui est constamment dévasté par des changements climatiques. Dans MH World Iceborne, il est tellement craint que mentionner son nom peut causer la panique, et son existence est même réfutée par certains savants. Malgré ça, il n'arrive pas à la cheville du... Dirmiralis, le terrible merveilleux. Voilà ce que signifierait son nom, et c'est mérité. Le deuxième dragon noir de notre liste est un véritable volcan ambulant. En effet, dans son corps circule une substance semblable à du magma. Ses ailes ne lui servent non pas à voler, mais à tirer des projectiles de lave. Ses capacités sont assez logiques au vu de son apparence. Il peut tirer des rochers en fusion qui explosent en retombant, il peut cracher des boules de feu et donner des coups de queue ou charger sur son adversaire. Défensivement, c'est tout aussi un monstre. La carapace sur son corps est extrêmement dure et le seul moyen de le blesser, c'est en attaquant ses noyaux de magma. Une fois détruit, c'est pas fini, car s'il reste d'autres noyaux à côté, ils peuvent se régénérer petit à petit. Lorsque le Dirmiralis s'énerve, son corps s'illumine de jaune et le magma circule plus vite, ce qui le rend plus fort mais aussi plus sensible aux dégâts. Lorsqu'il tombe à 50% de sa vie, il rentre en mode armure. Autrement dit, la carapace recouvre tout son corps et il est impératif d'attaquer les noyaux, parce que pour le coup, attaquer son armure ne servira à rien. Le seul élément efficace dans cet état est la glace. Pour rendre le combat plus difficile, le Dirmiralis changera souvent d'environnement, passant de la terre à l'eau. Il fait partie des dragons noirs, des monstres littéralement légendaires dont on pensait qu'ils n'existaient que dans les légendes. Il y a très longtemps, le Dirmiralis aurait émergé de la mer et semé la destruction autour de lui. Après avoir coulé plusieurs îles, il se fit repousser dans les profondeurs de la mer par une armada humaine. C'est après ça que le port de Tanzia fut construit. Plusieurs décennies après cet événement, d'étranges grondements venus de la mer furent entendus. Un navire hydrographique fut envoyé mais n'est jamais revenu. Alors une flotte entière fut envoyée et le dernier message reçu mentionnait que la grande calamité ayant ravagé Tanzia était de retour. Fort heureusement pour nous, si on peut dire ça, le Dirmiralis est obligé de rester dans l'eau à cause de sa température corporelle. C'est sa présence qui a fait bouillir l'eau et tuer toutes les espèces de la mer impure. Ce dragon noir est donc une menace à la fois pour l'humanité et pour l'environnement. Bon, avant de passer au top 1, je vais parler de certains monstres qui auraient pu mériter d'être dans le classement. Déjà, vous vous demandez peut-être où est passé le Zora Magdaros. C'est vrai, en plus d'être la principale menace de Monster Hunter World, c'est un véritable volcan ambulant à la puissance exceptionnelle. Eh bien, c'est simple, j'avais pas envie. Voilà, j'avais juste pas envie de le mettre. Ensuite, il est vrai que le Yamatsukami en top 10, c'est un peu frauduleux.
Il y en avait plein d'autres qui auraient pu être à sa place, comme le Val Azak, entouré d'un gaz toxique en permanence, ou bien la Kulvetaroth et son armure en or pur, ou encore la Velkhana, capable de geler des zones volcaniques. Mais du coup, non, j'ai mis Yamatsukami, parce que je trouve qu'on l'a tous oublié, lui et le Seadeus, alors qu'ils sont quand même fort mine de rien. Bref, ceci étant dit, il est temps pour notre top 1. Le Fatalis. Qui d'autre que lui, le plus puissant des dragons noirs, apparu dans la toute première génération de Monster Hunter. Il a l'apparence d'un dragon occidental classique, une longue queue et un cou allongé. Ses yeux sont faits de cristaux considérés comme faisant partie des 3 plus beaux joyaux du monde. Il est si dévastateur que la guilde réfutait son existence. Le Fatalis maîtrise le feu à la perfection. Ses boules de feu explosent à l'impact, il peut en tirer 3 d'affilée et laisser une sorte de masse de feu au sol qui explose au bout d'un certain temps. Il dispose également d'une sorte de poudre qu'il peut lancer en même temps qu'un jet de flamme à 220 degrés, ce qui, en explosant, fait vivre l'enfer. Il revient même encore plus fort dans MH World Iceborne. Lorsqu'il concentre son liquide inflammable, il peut déchaîner une mer de flammes sur toute l'arène et il peut le faire 5 fois pendant le combat. Pendant sa dernière phase, il va libérer toute sa puissance de feu et la seule manière d'y survivre, c'est en ayant brisé ses 2 cornes. Ce dragon est connu pour faire fondre les chasseurs sur son corps afin de faire fusionner les armures et se créer une carapace. Il est tellement craint que même le Lao Shanlong, un autre dragon ancien surpuissant, millénaire et accessoirement capable de raser des villes, le fuit. Et vous pensez que c'est tout ? Il existe 2 autres formes du Fatalis encore plus puissantes. D'abord, le Fatalis pourpre. Avec ses écailles rougeoyantes, on se doute de ce qui nous attend. Envahi par une rage qui serait éternelle, en plus des capacités de base de sa version classique, il est désormais capable de faire pleuvoir des météorites autour de lui. Et dans MH4U, il peut dégager des vagues de chaleur mortelles pour les chasseurs alentours. Même pour un Fatalis, son agressivité est étonnante. Ravageant tout sur son passage, ce monstre est toujours solitaire et craint par tous. Mais ce n'est pas le plus puissant, car on a à côté le Fatalis ancien. On dit de lui qu'il est l'ancêtre de tous les dragons. Son apparence est bien plus mystique, avec une crinière d'un blanc pur et des yeux rouge sang. Il a la capacité de générer des éclairs draconiques, infligeant donc des dégâts de foudre et de dragon. Il peut en imprégner ses pattes ou tirer des projectiles depuis sa gueule. Étrangement, lorsqu'il apparaît, une éclipse solaire totale peut être observée. Serait-il capable de manipuler les astres ? Certains théoriciens lui donneraient même la capacité de voyager à travers les dimensions et de manipuler le temps. Toutes ces capacités réunies font du Fatalis le dragon ancien le plus puissant. Faire cette vidéo m'a étrangement donné envie de jouer à Monster Hunter, parce que j'avais testé Rise sur Switch et j'avais vraiment pas aimé. Pourtant, j'ai installé World Iceborne et actuellement, je m'amuse trop. Je remercie Xucarns, un fan de Monster Hunter depuis très longtemps, qui m'a aidé pour faire cette vidéo, et qui crée aussi des niveaux sur Geometry Dash. Donc si vous avez le jeu, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points du classement, n'hésitez pas à me le dire d'une manière agréable et respectueuse dans les commentaires. Ah d'ailleurs, pourquoi j'ai pas inclus des monstres de génération frontière ? Parce que ça c'est pas un monstre, c'est un putain de Pokémon.